Alors bonjour et bienvenue à tous pour cette quatrième partie. Donc au cours de cette quatrième partie, je vais répondre à deux questions. Une posée par Jean Rumeau et l'autre posée par Jean-Michel Garcia. Mais avant, je suis obligé de parler de la masse freinée. Donc on va rentrer dans le concret en fait de la conduite du train. Maintenant qu'on a vu comment ça fonctionnait, même si les dispositifs qu'on a vus, c'est des vieux dispositifs, on verra des dispositifs plus modernes après, on a compris comment ça fonctionne. Donc je sais que la troisième partie était difficile pour certains, mais en fait c'est beaucoup plus difficile que ce que ça allait quand ça va devenir concret. Donc j'ai repris notre schéma donc avec notre machine, elle est équipée de notre Hacheta, donc d'un robinet du mécanicien qui va commander le freinage sur les véhicules. Bon, pour résumer. Notre train il va être relié à la CG, il n'y a pas la CP, pour l'instant on s'en sert pas. Donc on va parler du train de marchandises. Donc je tenais d'abord à faire une petite parenthèse, on parle ici de train classique, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'autorail ni d'automoteur. Des X73 500, des AGC, BGC, Réjolis, ce sont des autorails, ce sont du matériel spécialisé, ça s'appelle. Donc ils n'entrent pas dans la catégorie des trains. Un train, c'est des véhicules tirés par une machine. Donc ça peut être du marchandise ou du voyageur. Point barre. Après on va avoir des trains de messagerie, etc. Mais ça reste ou des wagons ou des voitures. Des voitures on met des gens, des wagons on met de la marchandise. Donc on va parler du train de marchandises parce que c'est le train de base, c'est les premiers trains qui ont circulé, c'était le but du chemin de fer, c'est de transporter de la marchandise. Un train de marchandises, donc ici j'en ai représenté un, bon il est pas beau mais il est très imagé, on comprend qu'un train de marchandises est composé de plein de véhicules différents qui vont avoir des chargements différents, des charges différentes. Donc la première chose qu'il faut savoir, c'est que chaque wagon, il va avoir une masse différente. Bon, il a sa masse à vide, sa propre masse, et ensuite sa masse avec son chargement. Donc je vais dire une bêtise au hasard, mais admettons ce wagon, il va avoir une masse de 34 tonnes. Donc on s'exprime en tonnes. Chaque wagon a une masse différente. La citerne, ça peut être de 28 tonnes, etc. Donc chaque wagon va avoir une masse différente. Quand on a créé, quand les trains ont commencé à rouler, il a fallu définir un freinage, une puissance de freinage pour chaque véhicule. Parce que chaque véhicule, il va avoir une puissance de freinage différente en fonction de la masse qu'il transporte. Donc il fallait bien qu'on sache si on pouvait freiner ou pas les véhicules. Donc on a appelé ça la masse freinée. Au début, on a appelé ça le poids frein, et ensuite, ça s'est transformé, donc c'est la masse freinée. Donc le freinage d'un train, il s'exprime en tonnes. C'est une unité de puissance. Donc, par exemple, ce wagon de 34 tonnes, il aura peut-être une masse freinée de 54 tonnes. Ça veut dire que ce wagon, il va avoir une puissance de freinage pour un poids de 34 tonnes, il va avoir une puissance de freinage, admettons, de 54 tonnes. Il va freiner plus fort que son propre chargement, on va dire. Et donc chaque véhicule a une masse de freinée qui correspond à son type de véhicule, au type de wagon. Donc sur chaque wagon, on va retrouver ce qu'on appelle un cartouche. Donc ici on a un cartouche, voilà. Donc vous remarquerez, sur les wagons, il y a plein d'indications comme ça. Là. Donc je ne vais pas toutes vous les expliquer, ce n'est pas important. Ce qui est important de voir ici, par exemple ici, on a une masse de marqué, là, c'est marqué 19 500 kg. C'est la tare du wagon en fait. Donc la tare, c'est son poids à vide. C'est le poids à vide du wagon. Donc ici, on a sa longueur par exemple. Ça c'est la longueur du wagon hors tout, c'est-à-dire avec les tampons. Donc 11 mètres 85, c'est sa longueur. Ici, donc on a dit, on a sa tare, 19 kg 500. Là, c'est la capacité de la citerne, 58 000 litres. Ici, on retrouve un cartouche un peu spécial. C'est son chargement en fonction de la vitesse à laquelle il peut rouler.
et suivant les lignes sur lesquelles il va rouler. Voilà, c'est le chargement qu'il peut avoir. Donc, par exemple, là, ici, il peut monter à 60 tonnes, plus sa tare qui est de pratiquement 20 000 kilos. Voilà, donc 20 tonnes, plus son chargement. Donc là, ça correspond au chargement du véhicule. Maintenant, on va voir au niveau du freinage. Alors, ne tenez pas compte des indications, on s'en fout. Ce qui compte, c'est marqué. Donc ici, on va retrouver une indication. Il y a marqué frein, là, ici, on voit. Donc ça, vous en occupez pas. Et il y a marqué max 59 tonnes, ici. Donc ça signifie que ce wagon, il a un freinage d'une puissance de 59 tonnes. Donc on va exprimer la puissance de freinage des wagons, je le répète encore, en tonnes. Donc sa puissance de freinage, elle est de 59 tonnes. Et on comparera ensuite cette puissance de freinage avec le poids complet, la masse des véhicules en fait, pour savoir si le freinage est suffisant. Donc c'est leur puissance de freinage. Donc chaque véhicule va bien avoir une puissance de freinage en fonction du type de véhicule. Alors je vais tout de suite faire une précision, donc pour pas se tromper dans nos esprits, c'est que la masse freinée d'un véhicule, soit un wagon, une voiture, n'est pas obligatoirement égale à la masse du wagon. Elle est même souvent inférieure. C'est-à-dire que en fait, la masse freinée, c'est juste une valeur de puissance. C'est-à-dire que, par exemple, ici, pour un wagon de 50 tonnes, on a une masse freinée de 44 tonnes. 44 tonnes de freinage, c'est largement suffisant pour freiner un wagon, pour freiner ce wagon. Par exemple, cette citerne qui fait 60 tonnes, elle va avoir une masse freinée de 50 tonnes, mais en fait, elle a peut-être besoin que de 30 tonnes seulement de freinage, de puissance de freinage pour freiner. Du coup, il reste 20 tonnes qui pourront être réparties indépendamment sur les autres véhicules. C'est ce qui forme ensuite l'ensemble du train. Toutes les charges vont être additionnées et tous les poids freins seront additionnés pour calculer le freinage du train. Donc nous voilà revenus sur notre train. Donc ce que j'ai fait, j'ai marqué pour chaque véhicule sa masse ainsi que sa tare. Donc la masse chargée, donc c'est le poids du chargement, la tare c'est le poids du wagon. Ici ça fait 50 tonnes. Donc j'ai mis des valeurs au hasard, hein, ne vous inquiétez pas. Donc c'est-à-dire que ce wagon il fait 50 tonnes de masse et il a une masse freinée. Donc sa puissance de freinage elle est de 44 tonnes. Donc j'ai marqué chaque wagon 60 tonnes, etc. Wagon chargé 40 tonnes, etc. Donc notre conducteur, avec son robinet du mécanicien, il va provoquer un freinage. Donc il fait une dépression dans la CG, il est en train de rouler, il fait une dépression dans la CG pour freiner, il descend à 4 bars, ça provoque les freinages des véhicules, donc les freins se mettent en action sur les bogies. Voilà, la citerne chargée à 60 tonnes, elle se met à freiner. Et là, au milieu du convoi, on a un wagon vide. Il a son poids, c'est sa tare. Il fait 15 tonnes. Et il a une masse freinée de 37 tonnes. À ce moment-là, quand le frein entre en action, sur les essieux, ça va provoquer le blocage des roues. Donc ici, les roues, elles vont se bloquer. Les autres véhicules, ils poussent ou ils tirent, etc. Et lui, il glisse parce qu'il est vide et que le freinage est trop puissant. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, on a mis en place un système. C'est un système qui s'appelle vide chargé en fait. Donc il y en a plusieurs types. Je vais vous en montrer qu'un. Un système manuel. Voilà. Donc en fait, parce qu'il fallait bien à un moment donné définir la puissance du frein si le véhicule était chargé ou vide. Donc il existe des systèmes variables. Et il existe des systèmes qui vont basculer ou manuellement par un agent ou alors automatiquement. Donc les premiers systèmes qui ont été mis en place, ils étaient manuels par un agent, et il y en a encore, il y en a beaucoup. Alors voilà un de ces systèmes, ici, là. Donc c'est cette manette qui nous intéresse, on verra les autres après, donc ça s'appelle le système vide chargé. Donc ici on voit marqué 41, donc 41 tonnes, 24 tonnes et 50 tonnes. Donc en fait si le poids du véhicule
et avec son chargement est inférieur à 41 tonnes, on place cette manette ici, dans cette position. Donc on aura une masse freinée de 24 tonnes. C'est-à-dire que le wagon il va freiner une masse de 24 tonnes. C'est pas sa masse qui freine, c'est sa puissance. Il aura une puissance de frein de 24 tonnes. Si le chargement dépasse 41 tonnes, on bascule la manette de l'autre côté et le wagon aura une masse freinée de 50 tonnes. Donc on voit que la manette, elle fait tourner un axe ici, et ici on a un engrenage. En fait c'est tout simple, ça va déplacer le point d'ancrage de la timonerie de frein. Ça agit pas sur le distributeur, que ce soit triple valve ou autre. Ça agit sur la timonerie, ça va déplacer le point fixe, et du coup ça va augmenter ou diminuer la puissance du freinage. Donc c'est des valeurs qui sont établies à l'aide d'un diagramme. On a fait des essais de freinage, etc. pour définir la puissance du freinage sur les véhicules. Donc on revient sur notre train, ici. Donc notre véhicule du milieu qui est vide, donc ce qu'on va faire, on va y placer un système vide chargé. Et comme ça, comme il est vide, on pourra basculer la manette sur vide. Et à la place qu'il freine 37 tonnes, eh ben, il freinera plus que 24 tonnes. Voilà. Et comme ça, il n'y a plus de soucis. Donc on revient sur notre train. Donc maintenant qu'on a défini, une masse pour tous les véhicules. Donc chaque véhicule, on connaît sa masse et on connaît son freinage. Donc on va établir un bulletin sur un papier. On va reporter toutes les masses du train ainsi que la masse freinée réalisée de chaque wagon. Donc ici on a la masse. Donc on va prendre toutes les masses des wagons là. Tac. Voilà. On va additionner toutes ces masses. Alors sortez vos calculettes. Donc toutes ces masses additionnées, ça va nous donner un tonnage, donc le tonnage du train, qui est de 235 tonnes. Voilà, donc notre train est de 235 tonnes. Ensuite, on va additionner toutes les masses freinées réalisées de chaque wagon. Alors de nouveau, on sort les calculettes pour obtenir la masse freinée réalisée de chaque wagon. Donc ici, 193 tonnes. Donc ça, pour qu'on soit bien clair, ça c'est la masse du train. De tous les véhicules. Et ensuite, à côté, on va avoir la masse freinée réalisée. Voilà, donc la masse freinée réalisée, en abréviation, on appelle ça MFR. C'est la masse réalisée du train. Et donc maintenant, on va s'assurer à l'aide d'un abacle que cette masse réalisée, ici, elle soit suffisante pour freiner un train ayant ce tonnage. Ensuite, on va inscrire tout cela sur un bulletin de composition. Donc ça s'appelle maintenant un bulletin de freinage qu'on va remettre au conducteur pour l'informer des qualités de freinage de son train, de la puissance qu'il a sur son train en freinage par rapport au tonnage. Alors voilà un bulletin de freinage. Donc on va le remplir ensemble, comme ça vous allez comprendre. Donc ici on retrouve plusieurs cases. Donc en premier ici on va avoir marqué indice de composition. Donc l'indice de composition du train par exemple ça va être MA 80. Donc MA pour marchandise 80 parce que sa vitesse limite c'est celle des MA 80. Donc ici on va trouver le numéro du train, on met n'importe quel numéro, voilà, la date, sa destination. Donc ça c'est pas compliqué, ça ne nous intéresse pas, c'est pour être sûr que le conducteur il ait le bulletin qui corresponde à son train. Donc ensuite au départ donc on va mettre la gare, ça peut être Ciblin par exemple. Ensuite, on va marquer nombre de véhicules. Donc ici, on va mettre le nombre de véhicules du train. Donc on compte le nombre de véhicules qu'on a. 1, 2, 3, 4, 5. 5 véhicules. On met 5 dans le bulletin de freinage.
Ensuite, il y a marqué longueur. Donc la longueur, c'est les longueurs du train. Donc longueur du véhicule, c'est la longueur de tous les véhicules additionnés. Donc on va mettre 150 mètres, on met au hasard. Machine de remorque, donc une machine, ça compte pour 20 mètres. C'est une moyenne. En général, on arrondit toujours à 20 mètres. Ensuite, machine en véhicule, il n'y en a pas. Machine de pouce, il n'y en a pas. Et donc longueur totale, 150 plus 120, ça nous fait une longueur du train de 170 mètres. Donc là, on va tomber maintenant dans ce qui nous intéresse, donc la masse. Donc masse totale des véhicules. Donc masse des véhicules du train. Donc on l'a calculé tout à l'heure. Donc la masse du train, elle est là, 235 tonnes. Donc on va reporter cette masse sur le bulletin de composition. Donc ici, je vais mettre 235 tonnes. C'est la masse des véhicules. Donc ensuite, on va mettre la masse de la machine de remorque ici. Donc machine de remorque, on va dire 80 tonnes. Voilà. Bon, ça varie. Hein. Il y en a 90. Donc machine en véhicule, il n'y en a pas. Machine de pouce, il n'y en a pas. Donc ensuite, on va additionner la masse de la machine plus la masse des véhicules. Hein. Ça nous fait donc 315 tonnes. Donc on a 315 tonnes de masse en tout, avec les véhicules et la machine. Donc ensuite on descend, donc on a les masses, etc. Donc là on va tomber dans les masses freinées. Vous voyez, hop, ici, masse freinée. Donc nécessaire, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut comme masse pour freiner un train de ce tonnage-là, comme masse de freinage, et la masse qu'on a effectivement réalisée. Donc, vous ne tenez pas compte de ça, on n'en tient pas compte non plus. Donc, qu'est-ce qu'il va nous falloir comme freinage nécessaire? Donc, on va regarder dans un abacle. Alors, voilà un abacle pour MA80. On voit ici, là, hop, MA80. Donc, c'est un tableau de freinage. Donc, ce sont les masses freinées nécessaires pour les MA80. Alors, il est un peu découpé. Mais bon, on va trouver les masses là. Voilà, donc on a deux colonnes en fait. Vous voyez, hop, ces deux colonnes elles vont ensemble. Ces deux là ensemble, ces deux là ensemble. Voilà, donc on a la masse du train et le freinage nécessaire. Nous par exemple, on a 315 tonnes. Donc on se situe ici là. Voilà. Voilà. Donc 315, ça se trouve entre 300 tonnes et 320 tonnes de masse, donc on prend toujours la masse supérieure. Donc ici, on va prendre 320 tonnes. Et pour 320 tonnes, il faut 151 tonnes de masse freinée nécessaire. C'est repris masse freinée nécessaire. Donc la masse freinée d'un train de 320 tonnes pour un MA80 qui circule à la vitesse des MA80, sa masse freinée nécessaire, c'est 151 tonnes. Donc on va revenir au bulletin de freinage. Voilà. Donc la masse freinée nécessaire, on va mettre 151 tonnes. Là. Ici, on a une deuxième colonne avec marqué la masse freinée réalisée, donc la vraie masse freinée réalisée des véhicules. Donc la masse freinée réalisée, on l'a ici, on a dit 193 tonnes. Donc on va le reporter sur notre bulletin de freinage. Donc on va le reporter sur notre bulletin de freinage. Donc les véhicules, ils freinent 193 tonnes. Donc ensuite, on a machine de remorque. Donc la machine de remorque, elle freine 45 tonnes. Donc machine en véhicule, il n'y en a pas, machine de pouce. Donc ensuite, on va additionner le poids frein des véhicules plus celui de la machine. Donc ça nous fait 200, donc on a 238 tonnes de masse freinée réalisée. Donc on a 238 tonnes de masse freinée réalisée. Donc en fait c'est le freinage réel des véhicules plus de la machine, n'est-ce pas? Et on a besoin de 151 tonnes de masse freinée pour freiner ce train. Donc la masse freinée réalisée, donc la masse freinée réalisée comme ça, est supérieure à la masse freinée nécessaire. Donc on est bon. Le freinage est correct. On a même de la marge.
Si on soustrait 238 à 151, on verra qu'il nous reste encore 87 tonnes de masse freinée en plus pour freiner ce train. Alors voilà, je repasse sur le train pour que tout le monde comprenne bien. On va résumer de nouveau. Donc on va prendre la masse de tous les véhicules ici et on va les additionner là. Donc on a 235 tonnes de masse pour tous les véhicules réunis. Donc à ces 235 tonnes, on va ajouter les 80 tonnes de la machine. Donc les 80 tonnes de la machine ici, plus les 235 tonnes de tous les véhicules, ça nous donne une masse totale du train de 315 tonnes. Donc maintenant, après avoir additionné ces... Donc là on a la masse totale, la machine plus les trains, plus tous les véhicules du train, ça nous donne 315 tonnes. On va additionner la masse freinée réalisée, donc le véritable poids frein de tous les véhicules. Donc on a 193 tonnes de masse freinée des véhicules et on va ajouter à ces 193 tonnes la masse freinée de la machine qui est de 45 tonnes. Donc 45 tonnes de la machine plus les 193 tonnes des véhicules, ça nous donne 238 tonnes de masse freinée en tout avec la machine plus les véhicules. Donc si on revient sur nos tabacles comme tout à l'heure, on a bien 151 tonnes de masse freinée nécessaire, c'est-à-dire qu'il nous faut 151 tonnes de masse pour freiner notre train de 315 tonnes. Donc 151 tonnes, c'est la masse freinée qu'il nous faut. Donc nous, on a 238 tonnes, donc la masse freinée réalisée, la véritable masse freinée réalisée est bien supérieure à la masse freinée nécessaire, donc à celle qu'il nous faut. Maintenant, si on soustrait à cette masse freinée, là, celle qu'on a sur notre train, la masse freinée qu'il nous faut normalement, on trouve 87 tonnes. Ça veut dire que 87 tonnes, c'est un supplément de frein et qui va donner une indication au conducteur sur les qualités de freinage de son train. Donc ce calcul du freinage, il fonctionne aussi avec les voitures voyageurs. Sauf que il y a des différences, je préférais prendre le train de marchandises, c'est plus explicite, mais c'est la même chose, on va calculer le poids et ensuite pour déterminer si le freinage est suffisant. Donc c'est grâce à ces indications que le conducteur il va pouvoir gérer son freinage. Alors c'est comme ça qu'on en arrive à la première question de Jean Rumeau qui se demande comment le mécanicien fait-il pour arrêter son train sans à-coups, en douceur et juste là où il faut. Alors on va prendre l'exemple de notre train là, de tout à l'heure. Donc on a vu le conducteur il dispose donc d'un bulletin de freinage. Donc sur ce bulletin de freinage il a la masse de son train ainsi que la masse freinée qui est réalisée, la masse freinée nécessaire. Donc si c'est un train de voyageurs, matériel classique avec des voitures, il aura exactement la même chose. Si c'est un autorail ou des automoteurs, eh ben ça change pas la composition. Donc là on la connaît, il n'y a pas de bulletin de freinage, puisque la composition elle est toujours la même, et il ne transporte pas de marchandises. Le conducteur il connaît des distances de freinage approximatives pour les trains. Par exemple, un train MA100 de 1600 tonnes, admettons, qui roule à 100 km/h. Donc ce train lancé à 100 km/h, s'il fait une dépression de 1 bar dans la CG, donc il descend à 4 bars à la CG, il lui faudra 1000 mètres pour s'arrêter. Donc c'est une valeur approximative. Mais ça donne une idée. Donc si par exemple il prenait un autre type de train, admettons un train de marchandises, pareil, un MA100, donc il roule à 100 km/h, admettons qu'il y a 300 tonnes dedans, s'il fait une dépression de 1 bar,
il va lui falloir environ 650 mètres pour s'arrêter. Donc c'est des valeurs approximatives, mais on les connaît. Donc le conducteur du train, il va anticiper à tous les coups sur les freinages qu'il va effectuer. Donc ici, on a par exemple un train de marchandises là qui approche d'une gare, Franqueville. Donc la gare, elle est ici. Avant la gare, pour les trains de voyageurs, on a mis une pancarte, donc avec marqué Franqueville 1000 mètres. Donc c'est pour donner une indication au conducteur de la distance à laquelle il se trouve de la prochaine gare où il va s'arrêter. Alors dans les gares où il n'y a pas de pancarte marquée le nom de la gare avec la distance, le conducteur il va prendre des repères de freinage. Alors, ça peut être un immeuble par exemple, ou un pont. Voilà, en fait on dit un endroit remarquable en fait. Quelque chose qui est sûr qu'il voit bien et qu'il le voit également la nuit ou quand il y a du brouillard. Ça va être un repère, il sait qu'à partir de ce repère, il est à telle distance de la gare. Alors comment le conducteur gère son freinage? Donc on va prendre l'exemple d'un train de marchandises. Donc avec un train de marchandises, le conducteur il va pas rigoler sur l'effort de freinage, il joue pas. Il sait qu'il faut qu'il s'arrête par exemple à cette gare, en dehors de toute signalisation on va dire. Donc il arrive à une vitesse de 100 km/h hein, dans ce sens-là. Donc tous les freins sont desserrés. Ici on voit hein, la CG elle est alimentée en bleu. Le RA il est rempli. Les cylindres de frein ils sont vides. Donc le train il roule. Donc en général, le conducteur avec un train de marchandises, il va commencer à couper la traction à peu près 3000 mètres avant la gare. Ça dépend du profil. On dit qu'on est ici en palier. Hein. Il va laisser rouler son train et de cette façon, à partir de 3000 mètres, la vitesse elle va chuter tout doucement. Voilà. La vitesse elle chute. Arrivé à 1000 mètres, à 2000 mètres de la gare, pardon. Le conducteur il va commencer par faire des premières dépressions. Donc si c'est un premier coup de frein, il ne sait pas exactement comment son train va réagir. Donc il est renseigné sur ses capacités de freinage grâce au bulletin de freinage. Donc le conducteur il freine vraiment par rapport aux calculs en fait qui sont faits. Donc le premier coup de frein, il va mettre un bon coup de frein, on va dire, il va descendre à 3 bar 5 à la CG. Donc la CG elle descend à 3 bar 5 et la pression elle monte au cylindre de frein. Ensuite, le RA se vide tout doucement également. Et là, donc la vitesse du train, elle va chuter brutalement. Voilà, il va casser la vitesse. Alors on appelle ça casser la vitesse. En termes mécaniciens, on dit qu'on lui brise les reins. C'est-à-dire c'est une façon de faire. On lui casse la vitesse. On casse d'un coup la vitesse pour bien voir comment le train réagit. Donc là, le conducteur se rend compte que le train réagit bien, il freine fort. Tout de suite, il va ralimenter. Il ralimente la CG à 5 bars, donc on est ici avec la triple valve. Dès qu'il va commencer à rallumer, les cylindres de frein se desserrent complètement. Et le ERA remonte tout doucement à la pression de régime. Pendant ce temps, le train continue d'avancer. Donc il avance tout doucement, il avance. Donc là maintenant le conducteur il maîtrise son freinage, il sait comment le train il réagit. Le train continue de perdre un peu de vitesse parce qu'il roule tout seul. Et là, on va dire qu'il a atteint une vitesse, admettons, de 60 km/h. Ici. Donc là le conducteur il refait une deuxième dépression. Comme il a roulé un moment, ça a laissé le temps à tous ses équipements de frein de se remplir. Ce coup-ci il fait une dépression de 1 bar. Voire un peu moins, parce qu'en fait j'ai été de 5 bars en 5 bars, il peut faire une dépression de 0,800 grammes par exemple. Là la vitesse chute. La vitesse chute toujours jusqu'à ce qu'il arrive proche de la gare. Donc comme on a vu, les équipements de frein pour se desserrer, ils vont mettre un certain temps. Donc on le verra plus tard, le temps de desserrage est très long. Donc là, le conducteur, il sait le temps qu'il faut à son train pour desserrer, parce qu'il en a fait l'expérience ici. Là. Ici, sur cette phase, le conducteur a fait l'expérience du temps que le train mettait pour desserrer. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ralimenter son frein de façon à ce qu'il desserre quand il sera pratiquement arrêté. Donc sur cette phase-là, il va gérer son desserrage. Et en fait, il s'arrête sur le desserrage. On ne s'arrête jamais sur un freinage.
ça serait dangereux d'être obligé de rajouter du frein sur un arrêt. C'est qu'on n'aura pas freiné assez fort. On freine en desserrant en fait. Donc là, le train perd de la vitesse. Tous les freins ici, ils sont serrés. Le conducteur, il approche de la gare. Il réalimente tout de suite sa CG à 5 bars. Ça va desserrer les équipements de frein, puis le rein va se remplir. Donc les équipements de frein, ils vont se remplir en commençant par les premiers wagons ici, et ainsi de suite, petit à petit. Lui, sa vitesse, elle va chuter, et quand il va arriver en gare, il n'y aura plus que les derniers wagons qui auront un peu de pression derrière pour le stopper. Et ainsi, il va faire un arrêt en douceur. Voilà le principe, comment un conducteur il va gérer son arrêt avec un train de marchandises, sur un train équipé de triple valve, pour s'arrêter dans une gare. Alors autre chose, dès que le conducteur il sera arrêté dans la gare, quel que soit le type de train qu'il conduit, le conducteur il va effectuer une dépression, donc pour immobiliser son train, puisque maintenant il est arrêté, donc il ne va pas laisser le train desserrer, il s'est arrêté juste sur le desserrage, dans les 2-3 derniers km/h, il effectue une grosse dépression, le train s'arrête. Donc une dépression, admettons, à 3 bar 5 à la CG, comme la première qu'il avait fait. Bien sûr, ça va serrer les équipements de frein. Et ensuite, s'il doit repartir rapidement, il va redesserrer tout de suite tous ses équipements de frein. Alors pourquoi il effectue cette dépression? Comme le conducteur a effectué plusieurs freinages, desserrages, freinages, desserrages, que ce soit aussi en cours de route, c'est pour réétalonner tous ses équipements de frein de tout son train. Comme ça, il est sûr qu'il a bien serré tous les freins et qu'il réalimente bien tous ses freins comme il faut. C'est pour les faire fonctionner. Voilà, donc c'est un tour de main. Alors, en fait. Prenons maintenant l'exemple d'un train de voyageurs. Donc ici, on a, admettons, un V160. Donc les performances de freinage d'un V160, eh ben, elles sont beaucoup plus importantes que celles d'un train de marchandises. On verra les dispositifs, mais le freinage est forcément plus puissant. Donc avec un train de voyageurs, comment le conducteur va gérer le freinage? Donc en général, il freine beaucoup plus tard. C'est un arrêt en gare, c'est pas comme un train de marchandises. Il a un arrêt commercial et il va pas freiner 4 km avant. Il a des horaires à respecter qui sont plus tendus qu'avec un train de marchandises. Donc en général, il va conserver sa vitesse jusqu'à peu près 2000 mètres avant la gare. À 2000 mètres avant la gare, normalement, il coupe la traction. C'est-à-dire qu'il arrête de tractionner. Donc à partir de 2000 mètres avant la gare, sa vitesse, elle va commencer à chuter tout doucement, comme ça. Voilà, donc il va tomber, admettons, à 150. Et dès qu'il arrive à 1000 mètres de la gare, en général, sur un train de voyageurs, jusqu'à la vitesse de V160, que ce soit des V140, vitesse de 140 km/h, vitesse de 160, on freine 1000 mètres avant. Donc 1000 mètres avant la gare, là le conducteur, donc il connaît les capacités de freinage de son train, évidemment, ça dépend la longueur de son train de voyageurs. Mais en général, un freinage d'1 bar suffit. Donc il va faire une dépression de 1 bar dans la CG. Ça va faire monter la pression, bien sûr, au cylindre de frein. Et là, la vitesse du train, elle va chuter constamment jusqu'à la hangar. C'est-à-dire que là, il ne redesserre pas son frein. Le conducteur, il connaît ses distances de freinage. Donc là, le train, il continue de desserrer. Et à ce moment-là, comme tout à l'heure, il va provoquer son desserrage, admettons 100 mètres avant l'arrêt en gare. Le conducteur du train, il va commander le desserrage complet de ses wagons, de ses voitures en ce cas-là. Et comme pour le train de marchandises, à partir de ce moment-là, la vitesse, elle va s'arrêter, il va doucement arriver à 5 km/h et il va pouvoir reprovoquer un petit serrage pour arrêter son train. Alors cette façon de faire, c'est une façon classique quand on connaît la vitesse de son train, etc. Un conducteur, il peut très bien procéder de la même façon qu'avec le train de marchandises, c'est-à-dire il ne va pas freiner évidemment 2000 mètres avant la gare, puisque les capacités de freinage sont plus importantes, mais il peut très bien freiner 1200 ou 1300 mètres avant la gare, casser la vitesse de son train, et ensuite finir plus doucement,
jusqu'à arriver à l'arrêt en gare. Alors pourquoi il va y avoir plusieurs façons de faire. Par exemple, si le conducteur il n'est pas sûr de l'état du rail, c'est-à-dire que si le rail est gras, qu'il y a des chances que ça enraye, qu'il glisse, par exemple, le conducteur il va anticiper son freinage, il va faire son freinage plus tôt, il va pas attendre les 1000 mètres. Si il n'est pas sûr du tout de l'état du rail ni des capacités de freinage de son train, eh ben, il va procéder comme avec le train de marchandises, il va faire une grosse dépression pour casser la vitesse du train et voir comment il réagit. S'il voit que ça glisse, eh ben, il sait qu'il va lui falloir plus de temps pour s'arrêter, donc il va réalimenter un petit peu pour desserrer ses freins, de façon à ce que ça glisse pas, justement, à ce que ça enraye pas, hein, que les roues du train ne se bloquent pas et glissent pas sur le rail. Et ensuite, pour finir son freinage, toujours en douceur. Voilà. Dans l'idéal, le conducteur, il va essayer d'arriver à mourir, en fait, sur son point d'arrêt. Il faut que le train il arrive à mourir. Et quand il arrive dans les derniers km/h, donc il va desserrer son frein quand il sera à 100 mètres de son point d'arrêt, il va desserrer complètement son frein. Et quand il sera dans les derniers km/h, il va provoquer un dernier petit serrage pour finir de serrer son train. Et d'arrêter en douceur son convoi. Alors maintenant, je vais traiter une question posée par Jean-Michel Garcia, qui m'a demandé, admettons que on conduise un train de marchandises avec 40 wagons très lourds, si un des wagons a le réservoir auxiliaire qui fuit, cela va-t-il entraîner le freinage du wagon? Cela va-t-il se traduire par une baisse de pression de la conduite générale, à moins de 5 bars? Et comment savoir quel wagon nous pose problème? Donc c'est une très bonne question. Donc je ne serai pas responsable des complications qui vont suivre, puisque c'est Jean-Michel qui a posé la question. Donc je vais essayer de répondre à tout ça. Alors déjà pour commencer, vous m'excuserez, je ne vais pas mettre 40 wagons, parce qu'en fait ça va devenir compliqué pour tout gérer. Donc j'en ai mis quand même pas mal. Donc on part du principe, comme il a dit, d'un train lourd. Alors il faut savoir que plus le train est lourd, plus on va avoir du poids frein. Maintenant c'est une notion qu'on a compris. On savait pas ça. Mais en fait un train lourd il va être plus long à arrêter. Mais finalement il a du serrage puisque ses freins ils vont être serrés au maximum. Donc je vais simuler un train lourd en donnant des chiffres, déjà pour commencer, sur chaque wagon. Alors pour faire simple, j'ai mis le même tonnage pour tous les wagons. Donc 90 tonnes, ça correspond à un wagon citerne. C'est dans les wagons les plus lourds. Donc j'ai pris cet exemple. Hein. Donc on a 6 wagons de 90 tonnes. Ils font tous 90 tonnes. Ils font 54 tonnes de masse freinée réalisée. Une machine de 80 tonnes avec 45 tonnes de masse freinée réalisée. Il y a 6 wagons de 90 tonnes, ce qui nous fait 540 tonnes. Donc les 6 wagons, là, 540 tonnes. La loque, elle fait 80 tonnes. Donc en tout, on a une masse de 620 tonnes. Ici, on a la masse freinée réalisée des wagons. Donc les wagons, ils font 54 tonnes de poids frein. Donc 6 wagons de 54 tonnes, ça nous fait 324 tonnes de poids frein. La loque, elle fait 45 tonnes de poids frein, comme on a vu tout à l'heure. Hein. Donc ça nous fait une masse freinée réalisée de 369 tonnes. Donc ici, j'ai reproduit la bâcle pour le freinage. Donc 620 tonnes, ça correspond à ici, ce chiffre. Là, donc la masse totale du train, marqué en tonnes, ça fait 620 tonnes. La masse freinée nécessaire qu'il nous faut pour 620 tonnes, c'est 292. Donc nous, il nous faut 292 tonnes de frein. Et on en a 369. Donc on en a largement assez, on en a même plus, c'est souvent comme ça. Donc que le train il soit lourd ou pas, en fait, au fur et à mesure que le poids du train augmente, le poids de freinage augmente à partir du moment où tous les wagons freinent. Donc jusque là, on est d'accord. Donc on peut s'imaginer que si on veut vraiment exagérer, on peut augmenter et mettre 3000 tonnes de masse et mettre 1800 ou 2000 tonnes de poids frein. Ça ne change pas le problème. Donc là, on en est
on a commencé par ça. Donc déjà, notre conducteur il est renseigné sur le tonnage du train et son freinage. Maintenant, on va voir ce qui se passe s'il y a une fuite au réservoir auxiliaire. Donc on va simuler une fuite au niveau du 5e wagon. Donc on a 6 wagons. On va simuler une fuite au niveau du RA, à ce niveau-là, du 5e wagon. Donc ici, j'ai mis les manos CG, le mano CP et RE pour qu'on visualise ce qui se passe. Donc on se rappelle, hein, le mano CP, donc c'est la conduite principale. Donc ici, c'est les réservoirs principaux. Maintenant on sait. Le manomètre CG, eh ben, c'est la conduite bleue qui traverse tout le train. Donc elle est représentée. Ici, j'ai fait un agrandissement de la CG, du robinet du mécanicien. On a notre réservoir RA, donc c'est lui qui fuit, donc on va dire que c'est l'équipement de frein du wagon qui fuit. J'ai mis un agrandissement pour qu'on voit ce qui se passe. Donc on a notre manomètre RE ici, c'est l'aiguille blanche qui est à 5 bars, le mano CG à 5 bars. Donc le RE, on se rappelle, hein, c'est celui qui est ici, dans le robinet du mécanicien. C'est ici que le mécanicien fait sa dépression pour ensuite qu'elle se répercute dans la CG. Alors notre fuite, on a notre fuite ici là, sur notre réservoir RA. Donc en fait, tout dépend de l'importance de la fuite. Donc là, c'est une fuite qui est légère. Donc on se rappelle que sur marche, quand le robinet du mécanicien est sur marche, il continue d'alimenter la CG, mais par un tout petit trou, de façon à ce que ça l'alimente, mais sans compenser les fuites. Jusqu'à un certain point en fait. Si la fuite est légère, eh ben, le conducteur il remarque rien. Les aiguilles des manomètres RE et CG, ils ne bougent pas. Ils sont toujours à 5 bars. La fuite est compensée. S'il y avait une grosse fuite, une rupture dans la CG, bien sûr, ça va déclencher le freinage. Pour l'heure, la fuite est légère. Donc, il ne se passe rien, en fait. La fuite, elle est inférieure à l'alimentation du réservoir auxiliaire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le réservoir auxiliaire il se vide, il se remplit par la CG, et donc la pression, elle se maintient normalement, quoi. Donc maintenant, supposons que la fuite elle est un peu plus importante que l'alimentation de la CG par le robinet du mécanicien. Il va se produire une baisse de pression dans le RA. Et du coup, ça ne va pas déclencher le freinage. Ça ne déclenchera pas le freinage puisque la pression étant plus importante dans la CG, elle vient appuyer sur le piston ici. Donc il n'y a pas de déclenchement de freinage. Il ne peut pas y avoir de déclenchement de freinage. Si la fuite était vraiment trop importante, le RA va se vider, le wagon ne freinera pas. Par contre, comme la fuite elle est plus importante, la pression du RA diminue, la CG ne peut plus compenser, il va forcément y avoir une baisse de pression dans la CG. Si la fuite est trop importante au point de provoquer une baisse de pression dans la CG, à ce moment-là, les manos ils vont commencer à chuter. Mais très légèrement, puisque la fuite n'est pas, c'est pas une rupture. Alors voilà ce que le mécanicien il va observer sur ses manos. Il va observer une chute dans la CG et dans le RE. Normal, puisque le RE et la CG sont en communication. C'est-à-dire que si on fait une dépression dans le RE, elle se répercute dans la CG, mais si la CG a une baisse de pression, ça va forcément se répercuter dans le RE également, puisqu'ils sont tous en communication. Donc là, le mécanicien, il s'aperçoit qu'il y a une dépression. Forcément, ça va provoquer un léger serrage, mais qui est vraiment pas fort. Là, j'ai pas fait descendre la CG à 4 bar 5, on n'y est pas encore en fait. On n'est pas vraiment en 4 bar 5, on va être à 4 bar 8. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas. À ce moment-là, le conducteur, s'il voit ça, ou s'il a un doute sur l'étanchéité de son train, il va placer son robinet du mécanicien sur neutre pour vérifier l'étanchéité. Alors là, dès qu'il place son robinet sur neutre, ici on voit toutes les communications sont fermées, donc dès qu'il va le placer sur neutre, la CG est plus alimentée, forcément elle va chuter. Donc on voit ici la CG, le manomètre, l'aiguille du manomètre CG chute, ce qui va faire baisser la pression dans la CG. Donc là, ce coup-ci, on va tout de suite avoir, ça va provoquer un serrage. La CG va chuter, forcément ça va provoquer le serrage, et à ce moment-là une montée de pression dans les cylindres de frein. Dès que le conducteur constate qu'il y a une fuite, lui il va provoquer le serrage complet. Alors on peut voir que le RE, lui, ici, l'aiguille du RE, elle descend pas, c'est normal.
puisque la communication est coupée, l'air du RE, la pression dans le RE est prépondérante, elle est plus importante, donc elle maintient la valve ici fermée. La pression dans la CG baisse, mais la pression dans le RE continue à rester à 4 bar 8. Donc pour lui, ça lui donne l'assurance que la fuite, elle vient bien de la CG, elle vient pas de son manomètre, enfin de son robinet du mécanicien. Donc à ce moment-là, il va freiner, il s'arrête, donc ça gêne pas. Il n'y a pas de risque pour le freinage du train, parce que si la fuite avait été vraiment très importante, elle aurait provoqué le serrage de toute façon, puisqu'il y aurait une fuite, ou alors une petite fuite, et lui il aurait provoqué le serrage, puisque en fait, comme on a vu, les autres réservoirs égalisateurs se maintiennent eux à 5 bars, ils n'ont pas de fuite. Donc pour l'instant, nous, le seul réservoir égalisateur qui a une fuite, eh ben, c'est celui-ci. Voilà, donc là il fuit, on a déclenché le serrage, et le conducteur il s'arrête. Alors le train est arrêté. Une fois que le train est arrêté, on se retrouve dans cette position. Le manomètre CG est à 0, normal, puisque le conducteur il a provoqué le serrage complet du train. Donc j'ai pas remis le robinet correctement, il est toujours sur neutre là, mais en fait il est sur serrage, mais c'est pas ça qui nous intéresse, ça on le connaît. Donc la CG est complètement vide, hein, elle est blanche là, parce qu'il n'y a plus d'air dedans. Lui il s'est assuré que le train soit complètement immobilisé, c'est un cas d'urgence, on va dire. Donc normalement le piston, hein, ici on ne regarde pas, on sait, hein, il doit être dans cette position, hein, il va être poussé, il n'y a rien qui va le ramener, il est serré à fond, l'air dans le RA du wagon qui fuit, bah forcément il ne va pas rester grand chose, dans un moment il va être complètement vide. Les cylindres de frein pour l'instant ils sont toujours serrés, et par contre tous les autres véhicules sont serrés, eux correctement, ils ne fuient pas. Donc le train est arrêté, il est mobilisé, ça ne lui a pas causé de problème en fait, pour s'arrêter, parce que même s'il manquait un petit peu d'air dans le RA, il en manquait pas beaucoup, c'est pour ça qu'on demande aux mécaniciens de s'arrêter dès qu'ils constatent qu'il y a une fuite, c'est pour pas continuer d'attendre qu'il n'y ait plus d'air pour s'arrêter. Hein. Il va tout de suite s'arrêter, pour éviter que le RA se vide justement, mais si on se rappelle de nos masses freinées, la masse freinée réalisée du train est de 369 tonnes, et on a une masse freinée nécessaire de 292, donc il a quand même de la marge. Donc il sait qu'il lui reste de toute façon du freinage, même si sur un wagon ça déconne, il y a 5 autres wagons qui eux freinent comme il faut. Donc ça a provoqué le freinage, donc il s'est arrêté. Le conducteur est là, il est arrêté, tout est à 0. À ce moment-là, on en arrive à la troisième question de Jean-Michel. Comment le conducteur va-t-il faire pour identifier le wagon incriminé? Alors le conducteur, il va commencer par, donc dès qu'il a arrêté, tout le train est serré, il va descendre de sa machine, il va serrer le frein de sa machine, le frein à main, vous vous rappelez, donc s'il a un frein à main il le serre, sinon il y a le fils, hein. Donc là il ne sera pas en route puisque la CG est alimentée. Donc lui il va descendre de sa machine, et il va serrer tous les freins à main des wagons. Vous vous rappelez, on avait parlé des freins à main au début. Ben, les wagons sont équipés de freins à main. Donc il va serrer les freins à main des wagons. Si un wagon n'est pas équipé de freins à main, ça arrive, il y a des types de wagons qu'on n'ont pas. C'est pas grave. Lui, il va serrer les freins à main des wagons qui en ont. Donc il va serrer un nombre de freins à main suffisant pour immobiliser son train. Donc il va calculer en fait, le conducteur va calculer quelle puissance de freinage il va lui falloir pour immobiliser son train en fonction de la déclivité, s'il est en rampe, en pente, etc. Donc je vous ferai grâce de ça. Si le conducteur a des wagons qui ne sont pas équipés de freins à main, qu'il n'en a pas assez, il va placer des cales sous les roues des wagons ici. Voilà, donc on appelle ça des cales anti-dérive. C'est pour pas que le wagon parte en dérive justement. Donc des petites cales comme ça. Donc il en a dans sa machine. Et il va placer des cales sous chaque wagon. Donc il faut savoir qu'une cale immobilise le poids du wagon. C'est-à-dire que si le wagon fait 90 tonnes, le conducteur il considère que sa cale, elle fait un poids frein de 90 tonnes. Parce que le train est arrêté. Hein. Attention, c'est pas du freinage comme quand un train il roule. C'est un freinage d'immobilisation. Il y a besoin de moins de freinage. C'est juste pour pas qu'il reparte en fait le train. Donc ça c'est la première des choses. Alors là maintenant, il va bien falloir suivre. Donc le conducteur, une fois qu'il a immobilisé son train, il remonte sur sa machine et il replace son robinet du mécanicien ici sur marche. Il va ralimenter sa CG. Donc la pression dans les RE, elle remonte. La pression dans la CG, elle remonte, mais peut-être pas jusqu'à 5 bars. La fuite est importante, ça continue de fuir. Lui, il alimente. Donc la CG est alimentée à 4 bars. Le train va desserrer partiellement.
ou complètement s'il arrive à alimenter à 5 bars, parce que la fuite n'est pas très grosse. Du coup, le train il va être desserré. Mais comme le train est immobilisé, ici on voit frein à main, décale anti-dérive, le frein ne bouge pas. Et notre conducteur, il va parcourir, il va prendre ses outils, ses agrès, et il va partir en marchant le long du train pour aller chercher la fuite. Donc le conducteur, il marche et il écoute. Est-ce qu'il entend fuir quelque part? Donc là, le conducteur passe devant le 5e wagon, celui qui fuit, et il n'entend pas la fuite. Donc il faut qu'il trouve quel wagon fuit pour pouvoir le réparer. Donc le conducteur, comment il va procéder? Alors si le conducteur il trouve la fuite impeccable, il sait quel wagon c'est. Si le conducteur ne sait pas quel wagon c'est, il va se placer dans le milieu du train. Donc ici, on a 6 wagons. On est d'accord? Il va se placer entre le 3e et le 4e wagon, ici. Le conducteur, il vient ici. Et là, ici, alors regardez bien, le conducteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fermer ce robinet-là. Ce robinet ici, il va le placer en position fermée. Alors à partir de ce moment-là, à partir du moment où ce robinet est en position fermée, donc on se rappelle, je l'ai expliqué au début, l'air qui se trouve dans cette partie de la CG, là, il va s'échapper ici par un trou de fuite. Voilà. Donc là, on est à l'arrière du train. Là, l'avant, ici, il est de ce côté. L'air qui est contenu dans la CG ici, il va être stoppé. Donc, comme notre fuite se trouve là, tout l'air qu'il y a ici, il va fuir par là. Et ici, ça va de nouveau être étanche. Tout le train va de nouveau être étanche. Donc la CG va être alimentée à 5 bars, les freins vont se desserrer, mais le train ne bougera pas, puisqu'il est toujours maintenu par les freins à main, les cales anti-dérive. Donc notre conducteur, une fois qu'il a fermé ce robinet, il retourne en cabine de conduite. Arrivé en cabine de conduite, notre conducteur il observe son mano CG, et là qu'est-ce qu'il s'aperçoit? Son mano CG il est remonté à 5 bars. Ça veut dire qu'il sait qu'il n'y a pas de fuite dans la première moitié de son train. Il voit que c'est pas là que ça fuit. S'il veut s'en assurer, il replace son robinet ici sur neutre, et il va voir que la CG elle chute pas. Elle reste à 5 bars. Pour lui, ça veut dire que c'est pas là que se trouve la fuite. La fuite, pardon. C'est pas là que se trouve la fuite. Donc, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Notre conducteur, il revient entre le 3e et le 4e wagon, et il replace son robinet ici, en position marche. Il ouvre de nouveau son robinet pour alimenter tout le train. Donc de nouveau, l'air il va continuer de circuler dans le 4e wagon. Là, il va aller entre le 4e et le 5e wagon. Et il va fermer ce robinet. De nouveau, la CG elle va être étanche jusqu'à la queue du 4e wagon. Il va retourner en cabine de conduite et vérifier si ça fuit ou pas. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il trouve la fuite. Donc ça peut être long. Quand il va arriver au 5e wagon, donc c'est un cas extrêmement rare quand même, il va fermer le robinet ici, il va retourner en cabine et là il va se rendre compte qu'il y a toujours la fuite. Donc il saura que c'est le 5e wagon qui fuit. Donc il a repéré la fuite, elle est au niveau du réservoir ERA. Après le robinet d'isolement, ici, qui permet d'isoler le dispositif de frein, donc la triple valve, le réservoir égalisateur. Donc notre conducteur, il va isoler ce wagon, c'est-à-dire qu'il va tourner le robinet d'isolement pour faire cesser la fuite. Donc voilà, notre conducteur, il a tourné le robinet d'isolement ici. Du coup, la fuite, elle cesse, mais c'est pas suffisant, parce que pour l'instant, le wagon est toujours serré. Donc il va falloir tirer sur une manette pour purger le cylindre de frein ici, et ainsi le vider de son air, et desserrer le wagon. Voilà, notre conducteur a purgé le wagon. Donc maintenant, ce wagon, il est plus freiné, contrairement aux autres. Donc la fuite a cessé, mais ce wagon n'est plus freiné. Donc maintenant, il va falloir recalculer le freinage du wagon, sachant qu'on a un wagon qui ne freine plus. Donc il va falloir retirer ces 54 tonnes, ici, de masse freinée à la masse freinée qu'on avait tout à l'heure. Donc ici, on avait la masse freinée réalisée du train.
On se rappelle, on avait 6 fois 54 tonnes, ça faisait 324 tonnes, plus la loque qui freinait 45 tonnes. Donc on avait 369 tonnes de masse réalisée. Et bien à ces 369 tonnes, il va falloir soustraire les 54 tonnes du wagon qu'on a isolé. Donc on va soustraire à ces 369 tonnes, on va soustraire 54 tonnes. Ce qui va nous donner 315 tonnes. Donc là, 315 tonnes, ça sera notre nouvelle masse freinée. Elle va se trouver ici. Donc voilà la masse freinée réalisée ici. Elle est plus de 369 tonnes. Elle est maintenant de 369 moins 54 égale 315 tonnes. Donc la masse freinée réalisée de 315 tonnes est supérieure à la masse freinée nécessaire ici de 292 tonnes. Donc on est toujours bon au niveau du freinage. Et notre conducteur il va pouvoir repartir avec un wagon isolé. Donc il aura un peu moins de frein, mais il pourra repartir. Et il a réparé sa fuite. Alors bien sûr, avant de repartir, notre conducteur il va remonter sur sa machine. Il va serrer son train. Ici, donc là ce coup-ci ben, ça fonctionne, hein. Donc le RE il descend entre barre 5, le Mano CG descend entre barre 5, et il va ensuite aller desserrer ses freins à vis sur ses wagons, enlever ses cales anti-dérive, et ensuite il va remonter sur sa machine, et il pourra desserrer son frein pour pouvoir repartir. Alors avant de vous présenter les deux petits exercices que je vous ai préparés pour s'amuser, il faut savoir qu'un conducteur de train, il peut laisser une partie de son train en pleine ligne, dans le cas où par exemple il ne peut pas monter parce que c'est une pente importante, une rampe importante et il y a trop de tonnage, il peut couper son train pour acheminer qu'une partie puis ensuite revenir chercher l'autre partie. Il peut le faire également en cas de problème de freinage. Si par exemple, admettons que ces deux wagons ici, ils soient isolés, il est supprimé le frein sur ces deux wagons puisqu'ils avaient un souci de freinage. Du coup, le freinage sur la totalité de son convoi n'est pas suffisant, admettons. Par contre, il pourrait acheminer les deux premiers et ensuite les trois autres, indépendamment. Il ferait deux trains, quoi, en fait. Et là, ça passe au niveau du freinage. Donc le conducteur peut être amené à faire ça. Donc à ce moment-là, il peut couper ici. Donc entre ces deux wagons, il va séparer son train en deux. Il va partir avec son train, donc séparé en deux, avec les deux premiers wagons. Tac, 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 tac. Il va aller jusqu'à la gare, poser son train. Une fois que le conducteur a posé ses deux premiers wagons, il va s'aiguiller pour repartir et aller chercher de nouveau les trois derniers wagons qui restent. Ensuite, il récupère ces trois wagons et il part en direction de la gare. Ainsi, il aura réussi à amener son train à la gare de destination en deux parties suite à une anomalie, une avarie. Donc c'est une possibilité de manœuvre qui s'offre au conducteur. Je voulais faire juste cette petite parenthèse. Alors voilà le premier exercice. Alors bon, on est là pour rigoler, hein. Donc c'est juste pour s'amuser, hein, pour vous montrer le frein. C'est ça le frein, hein. Sur un train, le travail, le métier de conducteur, c'est aussi ça, une fois qu'on connaît le fonctionnement. Donc comme on m'a posé la question, bah, autant faire un exercice. Donc on a un train, donc tiré par une loque. Donc j'ai marqué en noir les masses des wagons. Donc ici la masse de la machine, 80 tonnes. La masse de chaque wagon est reprise en haut, 90 tonnes, etc. Ensuite, en rouge, c'est les masses freinées réalisées. Donc la machine freine 45 tonnes. Ici, tous les wagons freinent 50 tonnes
on a une masse freinée réalisée pour chaque wagon de 50 tonnes. Donc il faut bien suivre l'énoncé pour comprendre, pour résoudre le problème. J'ai repéré chaque robinet ici d'isolement par un chiffre 2, 3, 4, 5 pour savoir quel robinet on va isoler. Comme ça vous pouvez dire, tiens, je vais fermer le robinet 8, je ferme le robinet 9. Les lettres ici, là, A, B, etc., elles représentent le robinet d'isolement sur la conduite dérivée de la CG. Donc c'est une conduite qui vient alimenter la triple valve, le RA, etc. Si on ferme ce robinet, on va isoler toute la partie du frein. C'est ce qu'on a vu déjà tout à l'heure. Donc je les ai repérés par des lettres, parce que c'est petit, on ne les voit pas bien. Donc A, B, C, D, E et F. On a 6 wagons, 6 robinets d'isolement de l'équipement de frein. Voilà pour les repérages. Donc l'exercice, c'est que donc on a un train tracté par une machine, un train de 6 wagons, la CG est reliée, pas de problème. On a une fuite d'air sur la conduite générale. Ici, le conducteur a relevé une fuite d'air. La conduite générale est percée. Il y a une fuite d'air, il ne peut pas continuer. Bon, les équipements de frein fonctionnent, mais ici, il y a une fuite d'air. Alors la question, c'est est-ce que le conducteur peut arrêter la fuite? Donc si oui, dites-moi sur quel robinet il agit pour arrêter cette fuite. Ensuite, s'il peut arrêter cette fuite, s'il peut repartir, donc s'il peut arrêter cette fuite, il peut repartir, est-ce qu'il aura suffisamment de masse freinée réalisée pour pouvoir repartir? Donc ici, je vous ai mis un extrait d'un tableau, là. Donc vous avez la masse du train dans la première colonne. Et dans la deuxième colonne, la masse freinée réalisée qu'il doit avoir pour pouvoir repartir. Donc à vous de calculer la masse du train, de calculer ensuite sa masse freinée réalisée pour la comparer à la masse freinée nécessaire pour savoir si le conducteur il peut repartir ou pas, s'il arrive à isoler sa fuite. Dans le cas où il ne peut pas arrêter la fuite, quelle solution, d'après vous, il peut utiliser pour pouvoir repartir? Voilà les questions. Les 3 questions du premier exercice. Alors vous mettez la pause et puis si vous voulez vous amuser à y répondre, vous y répondez. Voilà. Vous cherchez, vous me dites. Et maintenant on va passer au deuxième exercice. Alors là, le deuxième exercice, c'est carrément un cas d'école, c'est-à-dire que c'est tout à fait le type d'exercice qu'un conducteur il peut rencontrer à un examen. Donc il va même rencontrer à un examen, donc forcément c'est très difficile. Donc si vous voulez vous amuser à essayer de le résoudre, vous avez les cartes en main pour pouvoir le faire, mais ça demande du travail. Donc pareil, j'ai repris le même train là. Enfin, la même composition, on a 6 wagons. Donc ici, en haut, on a les masses des véhicules. La masse de la machine, elle est ici. Vous voyez. Alors attention, tous les véhicules n'ont pas la même masse. Le premier fait 72 tonnes, 90 tonnes, 90 tonnes. Les deux derniers font 70 tonnes. En dessous, j'ai repris les masses freinées réalisées de chaque véhicule. Vous voyez, 32 tonnes. Alors attention, c'est pas 50 tonnes comme l'exercice d'avant. Ici, on a des véhicules à 64 tonnes, 50 tonnes. J'ai repéré les robinets d'isolement du frein, donc RA, triple valve, par des lettres comme tout à l'heure, A, B, C, D, E, F. Et donc ici, le conducteur constate 2 fuites sur les 2 derniers véhicules. Il a une fuite d'air sur les triples valves des 2 derniers wagons. Donc là, c'est les triples valves qui fuient. Donc je vous ai fait un agrandissement ici. Voilà, de la triple valve. Donc ici, on a le robinet d'isolement du frein, donc triple valve RA, et ici on voit la fuite, j'ai représenté la fuite ici, de la triple valve. Donc les 2 dernières triple valves, elles fuient. Ce coup-ci, on a un bulletin de composition, c'est un train MA80 avec le numéro. Il comporte donc 7 véhicules au total, donc 6 véhicules plus la machine.
Je vous ai mis bon les longueurs, c'est pas important pour l'exercice. On a la masse. Donc je vous ai fait le bulletin, hein, donc c'est les masses ici additionnées. Donc la masse du train 482 tonnes. Machine de remorque elle fait 82 tonnes, donc on a 562 tonnes. C'est un petit train de 562 tonnes. La masse freinée nécessaire pour freiner ce train de 562 tonnes, elle est de 273 tonnes. La masse freinée réalisée de tous les véhicules, on a 324 tonnes, plus 45 tonnes de la machine, on a 369. Donc on est bon. Ici, il y a un tableau. Je vous ai mis le tableau des masses freinées nécessaires, comme tout à l'heure. Donc la question, comme tout à l'heure, est-ce que le conducteur peut arrêter la fuite? Si oui, sur quel robinet il agit? Donc là, en l'occurrence, c'est les fuites. Donc, est-ce que le conducteur peut arrêter les fuites? Si oui, sur quel robinet agit-il? J'ai corrigé. Ensuite, s'il peut repartir, donc s'il peut arrêter les fuites et qu'il peut repartir, est-ce qu'il aura suffisamment de masse freinée réalisée? Donc pareil, faut me dire ça avec des chiffres, quoi. Est-ce qu'il peut repartir ou pas? Est-ce qu'il aura assez de freinage pour repartir s'il arrive à stopper ces deux fuites? Et s'il ne peut pas repartir, comme tout à l'heure, d'après vous, quelle solution s'offre à lui? Donc là, vous dites ce qui vous passe par la tête. Comment vous feriez, vous, pour pouvoir repartir? Bien sûr, en ayant le freinage nécessaire, parce que tout le but de l'exercice, c'est que le conducteur il ait suffisamment de freinage pour pouvoir repartir. Donc quelle solution, à votre avis, il pourra utiliser dans le cas où c'est pas bon pour pouvoir repartir? Donc à vous de faire les calculs pour trouver les solutions. Voilà. Je donnerai les solutions à ces deux exercices dans la prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez essayer de trouver. Si jamais vous n'arrivez pas à trouver, je vous donnerai des indices. Voilà.